Allô, communauté de coups critiques, ici Kim et Philippe de Décompte et DD. Et aujourd'hui, on clôt, on pourrait dire, nos vidéos sur les nouveaux livres de Donjons Dragons, édition révisée, que j'appelle encore 2024, même si celui-ci est sorti en 2025. Donc, on va parler du bestiaire. Le magnifique bestiaire. Moi, j'ai mis l'image du livre Ben oui. comme normal et Philippe vous a montré l'édition collectionneur ou limitée. Donc, on vous donne, c'est ça, nos impressions de ce dernier livre du trio. Honnêtement, moi, c'est le livre que j'attendais le plus des trois, suivi de près du livre du manuel du joueur, là, mais j'ai un faible pour les bestiaires, là, fait que je l'attendais vraiment beaucoup. Mais avant d'en parler, question, le parler création de rencontre 101. Philippe, commence par nous expliquer sommairement, si t'es capable, c'est quoi le CR quand on parle de création de rencontre et Oh comment mon c'est Dieu. calculé maintenant? C'est quoi les différences? Qu'est-ce qui a changé? OK. Préparez-vous. Il y a, au début, là, je vais aller dans le gros théorique, puis à la fin, je vais vous sortir la version, genre, qu'on dit simplifiée. Tu sais, le CA, c'est Challenge Rating, c'est le niveau de difficulté que le monstre représente par rapport aux aventuriers, aventurières, joueurs et joueuses. Les créatures ont désormais des points de vie, des dégâts accrus par rapport aux éditions précédentes. Fait que quand vous allez voir, 2014 versus 2024, c'est pas comparable. Par exemple, la formule approximative pour les points de vie est de 9 plus 18 par CR. Et pour les dégâts, c'est 3,75 plus 7,5 par CR pour les dégâts moyens. C'est le chiffre qui apparaît entre les parenthèses. Cela signifie qu'une créature avec un défi de 5 aurait environ, en moyenne, 99 points de vie et infligerait environ 41,25 points de dégâts par tour. Ça, c'est challenge 5. Ça fait mal. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis challenge 5, on met ça habituellement à des personnages à peu près niveau 4-5, justement. Fait que, non, ça peut faire des dégâts. Puis les dégâts, par contre, c'est pas nécessairement à une seule cible. C'est juste les dégâts moyens. Mais ça se peut qu'il y ait des monstres plus difficiles qui fassent ce 41,25 là à plusieurs personnes. Ça justement vise à rendre les monstres plus percutants en combat, réduisant ainsi la durée des affrontements tout en augmentant leurs intensités. Ils ont déjà vu par le passé qu'il y avait peut-être le combat moyen, c'était à peu près 3 rounds. Puis là, avec les capacités puis les pouvoirs augmentés, ils veulent que ces 3 rounds-là, tu t'en rappelles. Puis aussi, notez que ces changements peuvent entraîner des incompatibilités avec les monstres des éditions précédentes en résultant des nouvelles proportions entre les points de vie et les dégâts. Fait que ça se peut que si vous mettez un monstre 2014 à des aventuriers 2024, ça se peut qu'il dure pour longtemps. Puis aussi, pour le calcul de comment le maître de jeu prépare les rencontres, avant, il y avait tout un calcul compliqué. Là, maintenant, les rencontres sont divisées en trois types, 3 catégories au lieu de 4. Faible, modéré, élevé. Élevé qui est rendu comme le hard/deadly de la version précédente. Ça vous donne un budget d'expérience à respecter selon le niveau du groupe. Il est vraiment marqué. Voici combien vaut chaque aventurier. Tu dis, mettons, j'ai 4 aventuriers niveau 5, tu fais le chiffre x5, puis ça, c'est ton budget total d'XP, faible, modéré ou élevé. Il n'y a pas d'ajustement maintenant selon le nombre de créatures ou si la créature est plus forte de X ou Y CR que le niveau. Tu sais, l'autre avant, il y avait comme tous ces calculs-là qu'il fallait prendre en considération, que si tu as plus de créatures, il valait plus. Non, là, ils ont tout simplifié ça. Cette créature-là, elle vaut tant d'XP, que tu en mettes 5, que tu en mettes 10, ça vaut la même chose, tu fais juste x5, x10. Fait que maintenant, tu calcules ton budget, tu les respectes. Mais bon, c'est comme dans la vraie vie. Gageons que vous respectez toujours votre budget à la maison. Hein? Ça se peut qu'il y ait des chances. Hein? Sinon, il y a aussi un tableau de conversion dans le bestiaire pour les équivalents entre les monstres du bestiaire 2014 et 2024 lorsque les noms ont changé. Parce que des fois, il y a des créatures qui ont la catégorie a changé parce qu'ils sont maintenant rendus 3 monstres avec le même nom. Mais là, ils vont vous dire lequel est la même version. Puis je vous dis souvent, le truc pour vous trouver c'est lequel, ils ont ajouté Warrior après le nom. Mais c'est la version guerrier. C'est ça, voilà. Le gnoll guerrier, c'est celui qui était juste le gnoll avant. Mm-hmm. Mettons. Parfait. Puis est-ce que
Ben, t'as un peu répondu, mais est-ce que tu considères qu'on peut facilement quand même utiliser le bestiaire avec les modules et les campagnes qui existaient déjà? Et boy, eux, si on peut dire, le texte que la compagnie nous dit, c'est que le Bestiaire 2024 est conçu pour être compatible avec les modules et campagnes existantes de la 5e édition. T'es capable, go! Mais cependant, en raison de certaines révisions de statistiques et de classification, les MJ pourraient devoir ajuster légèrement ou même beaucoup les rencontres pour maintenir l'équilibre du jeu. Dans le même ordre d'idée, le bestiaire reste quand même globalement compatible avec les monstres des éditions précédentes. Les MJ peuvent intégrer des créatures d'anciennes éditions. Souvent, dans les entrevues, ils parlent encore de Modern Canaan, Oui. créature, Modern Canaan, Creature of the Multiverse. Là. Oui, cherchez-moi aussi. Celui-là, là. Mais tu sais, ils en parlent encore parce qu'il y a des créatures qui sont dans ce livre-là qui n'ont pas remis dans ce manuel-là. Fait qu'ils disent que c'est encore. Tu sais, ça, c'était pas mal dans les premiers livres qui avaient revampé d'autres monstres d'avant. Fait qu'ils disent ceux-là, c'est moins pire. Tu sors ton manuel 2014 et ça, avec les nouvelles mécaniques, les nouvelles capacités, ça risque de faire en sorte que ta rencontre se termine en monstre qui meurt après même pas 3 tours. Mais mettons, on jase que je prends une des aventures dans les premières sorties, là, mettons Terros. J'oublie le nom complet. Puis, mettons qu'il y a des Kyotoa dedans. Encore là, Kyotoa, ouais. Encore là, je sais même pas s'il y en a. Mais si je fais juste aller chercher le stat block de 2024, ça devrait quand même compenser, puis les rencontres devraient se tenir. Donc, c'est pas non plus changé. Tu sais, les créatures sont devenues plus fortes comparativement à 2014, mais si tu adaptes puis tu vas chercher les nouveaux stat blocks, les rencontres vont pas être totalement défaites. Là. Ça devrait bien fonctionner. Ça fonctionne très bien quand ils ont les créatures qui sont comme typiques du bestiaire. Mais quand il y a des créatures qui sont typiques à la campagne, qui ont des stat blocks à même le livre de campagne, là, vous allez peut-être avoir à faire quelques ajustements ou peut-être les changer complètement ou rajouter 2-3 monstres de plus pour compenser. Mais, bref, ça risque d'être un peu plus de laisser-erreur un peu. Laissez-vous du temps, soyez compréhensifs envers vous et vos joueurs. Sachez que si vous roulez une campagne qui est préfaite, soyez pas déprimés. Si les 2-3 premières rencontres, ils jouent au rouleau compresseur avec votre campagne, là. Mais voyez ça plutôt comme un apprentissage, puis voir, OK, là, il y a ça différent, les dégâts, ça va vous permettre un peu de vous faire les dents, comme on dit. Puis, si jamais, justement, si on ressort le calcul compliqué de Phil, ça peut peut-être donner une idée, là. Vous allez regarder la créature, c'est quoi son CR? Le point de vie, c'est 9 plus 18 par challenge rating. Les dégâts, c'est quoi que tu m'as dit? C'était 3.75 plus 7.5 par CR, par challenge rating. Fait que si c'est environ ça, touchez pas trop à la créature. Si vous dites, il manquerait comme quelque chose comme 50 points de vie, je pense qu'un petit boost peut venir aider votre campagne. Puis, sinon, n'hésitez pas, vous pouvez ajuster pendant le combat. Si vous pouvez augmenter de 10 ou 15 points de vie une créature, ou habituellement, les points de vie qui présentent, c'est la moyenne. Ben, au pire, vous pouvez dire, pour cette créature-là, vu que le combat il commence à être un peu trop unidirectionnel, vous pouvez choisir le maximum ou plus. L'important, c'est le plaisir. Effectivement. Sinon, dans le bestiaire, outils pour que ça soit facile pour le maître de jeu. Donc, ils ont fait des listes de monstres par habitat, par type de créature, par groupe, par exemple démons, diables, tout ça, et aussi par challenge rating. Donc, on s'est vraiment arrangé pour que ce soit facile de trouver les créatures et que ce soit facile de faire des rencontres aussi, là, peu importe nos besoins. Aussi, puis c'est un truc que j'ai tout le temps trouvé un peu bizarre, là. Le bestiaire de 2014 était en ordre semi-alphabétique. Fait par exemple, là, la majorité des créatures étaient en ordre alphabétique. Ça commençait par A, ça finissait par Z. Mais pour certaines créatures, on les classait sous le nom du groupe au lieu de les classer par le nom de la créature. Par exemple, si vous vouliez trouver le werebear, le wereboar, le wererat, le were-tiger, le werewolf, il fallait que vous alliez regarder dans la lettre L parce que c'était des lycanthropes. Ce
Puis, comme je disais, c'est pas tout le temps super logique, surtout quand tu ne maîtrises pas tant que ça le bestiaire, puis tu es un nouveau DM. Fait que, maintenant, tout est en ordre 100% alphabétique par nom de créature, ce qui est beaucoup plus logique, beaucoup plus intuitif. Puis ça explique aussi certains changements de nom de créatures dans le tableau d'équivalence, là, parce qu'ils ont voulu que certaines créatures, justement, soient mis une à côté de l'autre. Fait que des fois, le qualificatif vient après plutôt que avant le type de créature, pour que tous les gnolls soient ensemble, pour que tous les ogres soient ensemble. Donc, il y a des réaménagements un peu comme ça qui se sont faits. Sinon, quand on parle des listes, justement, là, est-ce que tu penses qu'il y a un système de classement qui est plus utile qu'un autre, selon toi? Ou est-ce qu'ils sont utiles, point? À la base, je dirais que le système de classification par challenge rating, par CR, c'est le plus polyvalent parce que souvent, ce qu'on va chercher quand on planifie les rencontres, c'est ça qu'on va regarder. Tu sais, c'est-tu un monstre qui est ci et ça? Cependant, les listes par environnement permettent de créer des rencontres aussi plus cohérentes avec les biomes en cours. Puis finalement, la liste par type permet de trouver un style ou même de bien trouver un thème récurrent pour vos aventures. Je pense que ça, celle-là, c'est pratique pour quand on veut faire comme la planification de la campagne. Si on dit, regarde ça va être les adversaires principaux, ça va être ça, ou ça va être lui le gros méchant. Fait que lui, ce gros méchant-là, il est dans telle catégorie, ça serait logique qu'il y en ait d'autres de sa catégorie tout au long de l'aventure. Sinon, oui, ils ont tout mis par ordre alphabétique, mais pour vous aider vers la fin, complètement, ils ont repris les fameuses familles là, qu'on parlait, Lyca, dragon, diable, tout pour dire, pour aider justement, genre, c'est qui les diables, c'est qui les dragons, c'est qui ça. Fait que, tu sais, même s'ils ont changé certaines choses, ils ont quand même gardé, même si c'est tout petit, même si c'est plus gros, ils ont essayé de garder ça pour que ça soit accessible puis qu'on puisse se retrouver. Oui. Surtout, je dirais, pour démon diable, c'est peut-être les deux les plus difficiles à distinguer parfois, là. Fait que ça, c'est important. Ben, je trouve ça intéressant qu'il ait gardé au moins l'information claire pour distinguer ces deux groupes-là. Sinon, un élément, moi, que j'attendais de voir dans le bestiaire, puis on en a parlé dans une vidéo précédente, en fait, dans le manuel du joueur, quand on a parlé des conditions, c'était voir si la condition Bloodied allait revenir dans le bestiaire, parce qu'elle elle existe maintenant, puis je pense que j'ai le goût de dire le champion, mais peut-être pas, tu vas pouvoir m'aider, Philippe, là. Il y a une sous-classe du guerrier qui, dans les niveaux les plus élevés, a une action particulière quand la créature ou quand lui-même est bloodé, là, mais je pense que c'est comme une sous-classe dans tout le manuel des joueurs. Ben je pense que c'est l'assassin, c'est sûr. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un quelque part. C'est ça, quelqu'un quelque part, puis c'est très rare. Fait que là, j'ai quand même fait une petite recherche pour voir si c'était vraiment repris dans les habiletés des monstres. Et c'est le cas. Moi, c'est quelque chose qui me réjouit quand même beaucoup. Par exemple, le Berserker Commander ont le trait Bloodied Frenzy, qui fait que quand il reste moins de la moitié des points de vie, donc son Bloodied, la créature a avantage sur ses jets d'attaque. Le Quaggot a l'équivalent qui se nomme Bloodied Fury. Donc, ses attaques sont plus fortes aussi quand il est Bloodied. Donc, il a avantage et attaque plus fort. Donc, ça, c'est pour dire que les créatures, ils vont pas mourir sans tout donner ce qu'ils ont. Pour leur part, il y avait un peu l'équivalent, mais là, ils ont vraiment mis dans plusieurs... il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut produire, mais Bloodied apparaît là, dans le Black Pudding, le Ocre Jelly, entre autres, ont la réaction split, donc qui se séparent en deux, entre autres, lorsqu'ils deviennent Bloodied. Les golems, Clay, Blood Golem, ont le trait Berserk, qui fait qu'à chaque fois qu'il commence son tour en étant Bloodied, tu roules un des 6. Sur le 6, il devient Berserk. Ils peuvent... Puis là, c'est un peu random ce qui arrive. Là, ils peuvent attaquer un peu tout et n'importe quoi. Les Swarm of Crawling Claw, plutôt, pardon, les Dretch, les Larvae, les Lemure, les Styges, on en reparlera plus tard, il y a plusieurs Swarms maintenant. Quand ils sont bloodés, dans le fond, ils ont moins de dégâts. Leurs dégâts sont plus petits pour montrer, dans le fond, que la Swarm, elle s'affaiblit, puis elle est moins grosse, donc elle fait moins mal. Donc ça, je trouvais ça intéressant d'utiliser ça. Le Gnoll, pour sa part, a une action bonus qui peut activer une ou deux fois par tour, là, dépendamment du type de Gnoll, quand il fait des dommages à une créature qui est déjà bloodée. Donc, notre état a une influence aussi sur certaines créatures. Puis, on m'a ajouté, pour le Troll, c'était une option facultative.
avant. Maintenant, c'est devenu officiel. C'est ça comment qu'il l'appelle? Je l'ai pris en note. Detachable limb. Attends un petit peu. Troll inhabilité. Ah, ok, je l'ai marqué plus tard. Mais dans le fond, quand il devient bloodied, c'est comme si son bras, dans le fond, était coupé, par exemple. Puis là, il y a quelque chose qui se passe avec le bras, il peut vous attaquer. Fait que c'est peut-être un attachement que j'ai personnellement à la 4e édition, parce que c'était une condition qui était vraiment souvent utilisée et pour les monstres, mais aussi beaucoup pour les joueurs. Les Dragonborn avaient des habiletés liées à cette condition-là, tout ça. Fait que moi, j'aime ça que, dans le fond, la condition Bloodied a un impact autant sur les créatures que sur les joueurs, parce que ça peut changer le cours d'une rencontre. Donc, ça va bien, ou les joueurs filent leur parfait bonheur durant la rencontre, puis à un moment donné, OK, les créatures, ils changent parce qu'ils ont atteint cette condition-là. Donc, ils deviennent plus violentes, ils deviennent plus dangereuses. Donc, ça peut changer le rythme d'une rencontre. Donc, ça nous enlève un peu sur le pilote automatique. Puis j'aime vraiment beaucoup cette condition-là. Voilà. C'était ma parenthèse sur ce qu'on avait lancé quand on a parlé du manuel du joueur. Oui. Sinon, moi, je pense moi, je pense qu'ils vont peut-être le rajouter aussi ailleurs, à d'autres moments, peut-être dans des campagnes ou quelque chose, parce que, comme tu dis, ils l'ont mis dans le manuel des joueurs. Il y a comme une classe qui l'utilise. Dans le bestiaire, il y a quelques créatures qui l'ont. Fait que d'après moi, il y a quelque chose qui s'en vient. Je sais qu'avec le playtest, là, les rogues, là, le rogue affilié à la triade, d'après moi, il va y avoir de l'utilisation du statut bloody là-dedans. C'est ça, parce qu'en tout cas, on va essayer de pas trop faire d'aparté, mais ils commencent déjà à faire des tests pour des sous-classes attachées au prochain livre sur Forgotten Realms, oui, ils vont faire un triptyque. Donc, ils commencent à faire des tests, fait qu'on sait pas justement, là, on sait que des sous-classes vont bientôt sortir au cours de l'année 2025. Donc, peut-être, sait-on jamais, l'avenir est un monde de possibles. Sinon, ben, c'est ça, on parle d'un bestiaire de 500 créatures, environ 90, là, 87, je pense, là, sont dites inédites, avec des gros... Pour ceux qui nous écoutent à l'audio, on a fait des air quotes, là, des guillemets, là. Donc, on tient à mettre des guillemets à inédit parce qu'il s'agit principalement de variations de créatures déjà connues. Donc, c'est pas révolutionnaire, là. Ils ont pas créé un genre de dragon à 10 pattes, puis avec plein d'habiletés là, de black pudding en même temps. Là. Ils ont pas créé de nouvelles créatures tant que ça. Fait que c'est vraiment des variations de cultistes, de gnolls, de gobelins, ce genre de trucs-là. Donc, cette édition va se distinguer vraiment par une organisation améliorée. On en a déjà un peu parlé là, dans ce qui parle de la table des matières, tout ça, mais aussi des stat blocks, une présentation plus intuitive des informations. Parmi les changements notables, on trouve une réorganisation des blocs de statistiques pour une meilleure lisibilité, l'ajout de nouvelles créatures de haut niveau appelées Apex Monster, une section dédiée aux animaux pour les campagnes à faible magie. Sur chaque bloc de statistiques, on retrouve à quel groupe appartient la créature. Comme on parlait tantôt, là, on parle de vampires, diables, démons. Donc, c'est ce type de groupe-là. Mais aussi l'habitat naturel ou habituel, je devrais dire, de la créature, ce qu'elle recherche et ce qu'elle peut donner. Donc, si on veut faire des échanges ou si on veut piller la créature, qu'est-ce qu'on risque de trouver sur elle pour avoir des choses le moins incongrues possible. Donc, ils vont dire à quelle catégorie, puis là, on va se faire référer au manuel, au guide du maître, où on va avoir les catégories nommées dans les stat blocks. On a aussi beaucoup raffiné les stat blocks, justement, les blocs de statistiques, pour avoir un texte plus direct dans l'information. Donc, les longues phrases qui décrivaient les actions des créatures sont remplacées par un texte beaucoup plus direct, allant droit au but. Par exemple, pour le dragon vert, ancien, pour son souffle, avant on lisait, donc le souffle empoisonné, 5 ou 6, recharge 5-6, donc, le dragon exhale un gaz toxique dans un cône de 27 mètres. Chaque créature dans cette zone doit réussir un jet de sauvegarde de constitution de difficulté 22, subissant 77 ou 22 D6 dégâts de poison
en cas d'échec ou la moitié de ces dégâts en cas de réussite. Donc, ça, c'était le texte. Maintenant, le texte dit, encore la même chose, là, souffle empoisonné, recharge 5-6, ça n'a pas changé. Jet de sauvegarde de constitution, difficulté 22, chaque créature dans un cône de 27 mètres. Échec, 77, 22 des 6 dégâts de poison. Succès, moitié des dégâts. Point. Donc, on a ce que ça demande, la difficulté, donc jet de sauvegarde, difficulté 22, le area of effect, là, donc qui est-ce qui peut être touché, le cône. Après ça, on a si seulement les joueurs échouent, voici le nombre de dégâts. Sinon, s'ils réussissent, voici ce qui se passe. Puis c'est vraiment là très clair. Donc on a, oui, c'est beau, c'est poétique, savoir que le dragon exhale un gaz toxique dans un cône mais ça fait beaucoup de lettres qui cachent l'information, puis c'est long à lire. Donc, il n'y a pas de fioriture. C'est moins poétique, mais en jeu, on voit rapidement l'information. Nos yeux voient immédiatement ce qu'on cherche. Et donc, ça ralentit déjà beaucoup moins le cours de jeu quand le DM a à vérifier ce qui se passe. Surtout s'il y en a plusieurs. Hein. Tu sais, quand tu as plusieurs créatures, puis qu'il faut que tu dises en diagonale les statistiques des monstres, là, des fois, juste sauver un petit peu de temps. Hein. Puis des fois, on passait tout droit parce que ça fait 3 fois qu'on lit la phrase, puis on passe tout le temps par-dessus le bout qui est important. Aussi, maintenant, les attaques des créatures sont soit des attaques où elles doivent toucher et là font des dégâts et donnent la condition, ou s'il y a une condition à donner, soit l'attaque, dans le fond, c'est un jet de sauvegarde à faire. Donc, à ma connaissance, dans le bestiaire présentement, il n'y a plus de cas où la créature doit réussir son attaque pour déclencher un jet de sauvegarde chez le joueur. Par exemple, je fais une attaque, je fais des dégâts, mais là, le joueur doit faire un jet de sauvegarde, savoir s'il devient prone. Maintenant, c'est je réussis mon attaque, je fais des dégâts et tu deviens prone. Donc, on enlève comme ça des jets en cours de route qui pouvaient eux aussi allonger les combats. La plupart des actions ou des capacités redondantes ont aussi été enlevées pour que les créatures soient plus faciles à gérer pour les DM. C'est le cas pour les créatures, principalement les créatures lanceurs de sorts, là, qui ont vu leur nombre de sorts réduit à un nombre beaucoup plus gérable et beaucoup plus réaliste, mais tout à fait satisfaisant selon moi, là. Aussi, au lieu d'un nombre d'emplacements de sorts, comme pour les personnages joueurs lanceurs de sorts, là, on indique le nombre de fois que chaque catégorie de sort ou niveau de sort peut être lancé par jour. Donc, c'est plus facile à gérer encore là pour les DM. Par exemple, dans la section, on pourrait dire PNJ, là, donc personnage non joueur, le mage passe de 16 sorts qu'il y avait en 2014 à 9 sorts ici. Donc, c'est quand même presque la moitié moins. Et avant, il y avait 14 emplacements de sorts, plus les cantrips. Maintenant, il y a 3 sorts majeurs par jour, plus les cantrips. Mais on en a parlé tantôt dans un combat qui, on espère, va pas durer 1000 rounds, là. Donc 3-5 rounds, on espère que le combat soit fini. Tu sais, il n'y a pas besoin des 16 sorts puis des 14 emplacements. Ultimement, il faut en utiliser justement 4 sorts dans le combat. Donc, ça peut sembler négatif qu'on réduise comme ça les nombres, mais ultimement, je pense que c'est une bonne chose parce que le DM n'a pas à connaître par cœur 16 sorts différents, ce qui est un peu irréaliste là, quand c'est un personnage non joueur ou un ennemi parmi tant d'autres. Qui a vraiment envie de gérer des emplacements de sorts d'un PNJ en plus, là. Donc, c'est beaucoup plus simple de regarder le nombre de fois par jour. Donc, on vise des combats ayant moins de tours en général dans l'édition 2024. On vise des combats, comme je disais, ayant moins de tours, ce qui rend un peu inutile la multiplication des emplacements de sorts. Et dans le nouveau bestiaire, on revient à des monstres puissants, mais beaucoup plus faciles à gérer pour les maîtres de jeu. Donc, un peu comme Phil l'a dit tantôt, des monstres qui ont l'impact, là, on enlève les coussins sur les gants de boxe, là, on y va MMA à main nue, là, et tout ça devrait accélérer beaucoup les combats aussi parce que les créatures sont plus faciles, plus rapides à gérer. Tu sais, dans le cas des lanceurs de sorts, si jamais vous dites, ben non, moi je trouve que 9 sorts, c'est pas assez, je vais en rajouter un ou deux, c'est allez-y. Hein.
Ben oui, Tu sais, gâtez-vous. mais tu sais, ben, généralement, là, tu sais, les sorts du mage, là, si vous l'utilisiez en combat, la majorité de ces sorts-là, il y en avait beaucoup qui n'utilisaient même pas. Tu sais, moi, j'ai mis un PNJ dans une campagne qui avait le stat bloc mage. Il s'est promené avec eux pendant de nombreuses journées, campagnes, slash, tu sais, aventures. Puis, il n'a pas utilisé les 16 sorts, là. Non, c'est Vraiment ça, pas, c'est là. beaucoup, là. Puis ce que j'ai remarqué aussi en regardant les blocs de statistiques du mage, c'est le Mage Armor, l'armure de mage, là, qui est un sort. Maintenant, c'est marqué carrément que dans sa classe d'armure, le sort est intégré déjà. On prend pour acquis que le mage va tout le temps le lancer. Là. Il n'y a aucune Ouais. raison qu'il n'a pas le lancé. Donc, ils l'ont intégré pour pas qu'on aille à calculer puis à déclarer qu'on le déclare. Donc, il y a le sort, il l'a tout le temps sur lui. Merci, bonsoir. Sinon, là, j'ai quand même nommé beaucoup de changements dans le bestiaire. Soyons positifs. Lequel de ces changements-là aimes-tu le plus, Philippe? Je pense que moi, ils ont bien continué leur mission de rendre les livres plus lisibles et faciles d'utilisation, autant pour les nouveaux que pour les vétérans. T'sais, tous les éléments importants sont dans les blocs de statistiques. T'sais, la lecture est plus facile, instinctive. T'sais, même au début, dans le début du livre, ils présentent comment bien lire les nouveaux les nouvelles statistiques. Ils ont rajouté aussi des petites accroches qui sont également un bel ajout pour inspirer les MJ, puis ou pour pimenter les combats, faire en sorte que tes deux créatures, que peut-être t'en as mis 5-6, ben, ils peuvent toutes être un peu différentes, avoir des comportements différents, ou avoir des impacts différents dans le combat. Ça donne aussi une belle idée de l'utilisation des monstres, car malheureusement, il y a beaucoup de textes d'explications ou de saveurs qui ont été écourtés pour faire de la place, justement pour plus de monstres, plus de stats, plus ci. Par contre, je peux pas passer à côté de mentionner que les images sont sublimes, vivantes et représentatives, et c'est assez impressionnant, le Oui, travail. oh, vraiment. Là. Ben, fait que parlons-en un petit peu des images, là. Donc, on n'est plus dans le pastel joyeux du livre du joueur ici, là, mais vraiment dans des représentations beaucoup plus épiques et très inspirantes là, des montres. On a le goût des jouer, ou ben, des mettre dans les rencontres. Là. Donc, si tu devais choisir une illustration dans le livre qui te donne le goût de mettre la créature, donc ça serait laquelle? Hey, il y en a tellement plusieurs. Là. Oula, c'est toute une question que celle-là. Je dirais dur quand même de faire un choix parmi les nombres impressionnants d'illustrations de qualité. Là, il y en a, puis ils se sont assurés aussi que toutes les images étaient vivantes. Que on voyait le monstre en action, pas juste passif comme si quelqu'un avait gribouillé dans une encyclopédie. Là. Fait que c'est très, très, très dynamique. On est vraiment loin, je dirais, de mon bestiaire première édition que j'avais eu là, de la boîte expert. Là. Mais je dirais, l'Irini, c'est toujours été un diable que j'apprécie. Puis là, ils l'ont illustré sur vraiment ces stéroïdes, là, comme genre, ça a plus l'air de la petite madame un peu blanche, bleue. Oh, là, c'est ça. C'est comme, tu sais, avant, des fois, il le faisait juste comme, ça avait l'air d'être un humanoïde blanc avec des plumes. Puis il avait l'air juste méchant. Mais là, tabarnouche, il y a des flammes, l'épée qui a l'air de venir d'un autre univers, le lasso qui est comme plein d'énergie. En tout cas, les ailes enflammées. Ça a l'air d'être ça a l'air d'être quasiment. Elle a l'air plus badass, quasiment que Zariel. Là. Mais c'est ça. Puis, tu sais, il y a des créatures que je fais pas comme « Ah, mon Dieu, quelle créature incroyable, je la mets dans toutes mes campagnes. » Par exemple, le Piercer. Tu sais, c'est un stalagmite vivant, là. Stalactite. Il tombe. Stalactite vivant. C'est un peu... Tu sais, c'est très contextuel, là. C'est quand dans une caverne, tu mets ça, tu mets pas ça ailleurs. C'est un peu... Tu sais, ultimement, c'est comme, OK, il y a un stalactite qui tombe, il te perce, d'où le nom, puis à la limite, il va te manger, là. Mais l'image qu'ils ont mis pour ça, c'est comme, c'est une affligne qui grimpe, qui escalade, puis qui est au plafond, puis là, tu vois juste le piercer qui a son gros œil puis ses dents qui l'a spoté. Ça te transporte dans le monde où tu vois les dangers vraiment. Donc, on n'est plus justement dans la partie amicale que beaucoup décriaient dans le guide, dans le livre du joueur. Là, on est vraiment dans c'est un monde de danger, c'est un bestiaire et en tout cas,
Les Ah, illustrations sont la même vraiment affaire, magnifiques. le Dark Mantler là, qui est tombé sur la personne qui est à moitié, en train d'être à moitié mangée. Le Roper qui pogne une créature puis qui est en train de vouloir la manger. Même affaire. Puis c'était lequel aussi, là, il y avait une autre créature, là, parce qu'il y en a plusieurs, là, vous voyez que c'est comme genre, OK, ouais, ça montre à quel point ça peut être terrifiant, là, ces C'est créatures-là. ça. Là. Ça fait que, en tout cas, un gros thumbs up de notre part sur le visuel du livre. Sinon, on en a un peu parlé, ou j'en ai un peu parlé, mais toi aussi. Le bestiaire propose de nouvelles variations de créatures populaires, telles l'archi-sorcière puis le Blob of Annihilation, dont on va parler plus tard, ainsi vraiment que des hiérarchies complètes pour des monstres comme les vampires. Donc, de nouvelles créatures et variations offrent aux maîtres du jeu des options supplémentaires pour enrichir leur campagne existante, en introduisant des nouveaux défis, puis en diversifiant les rencontres. De mon côté, je dois avouer que je souhaitais vraiment encore plus de variantes. Tantôt, quand je disais là, c'est 90 créatures inédites, puis je disais c'est en guillemets, c'est pas un défaut. Moi, j'en aurais pris plus de ces créatures-là qui sont des variantes de créatures qui existent déjà. Comme, encore là, je reviens, le bestiaire de la 4e, mais le bestiaire de la 4e, c'est pas un bestiaire, c'est les bestiaires de la 4e, donc ça répond peut-être un peu à ma question. Dans celui-là, il y a vraiment, dans le 4e, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour varier les ennemis de même type dans une rencontre. Il y a plusieurs types de kobolds, par exemple, ils ont des armes différentes. Donc, je sens qu'ici, on est allé un peu vers ça, mais quand même timidement pour le moment. En même temps, quand c'est ça, je vous disais que 90 nouvelles créatures, c'est des variantes, donc il y en a quand même pas mal des variantes, là. Je veux pas non plus cracher dans la soupe, là, on est quand même bien servi, là. Donc, c'est pas un défaut, j'en aurais juste voulu plus, donc c'est bien, c'est juste tellement bien que j'en voulais plus. Par exemple, maintenant, on a le mignon, le guerrier, le boss, le hexer, lanceur de sorts pour le gobelin, alors qu'en 2014, il y avait le gobelin puis le boss gobelin. Fait qu'on en a comme beaucoup plus. On vient chercher aussi une variété au niveau des challenge ratings plus grande pour que ça soit pertinent comme monstre plus longtemps. Donc avant, notre gobelin, notre boss gobelin, c'était challenge rating là, 1/4 et 1. Maintenant, c'est 1/8, 1/4, 1 et 3. Donc, on peut l'étirer plus longtemps, on peut mettre plus d'une sorte, puis au lieu d'en mettre juste d'un type, on peut varier où c'est que les types pour atteindre notre même niveau d'expérience dans la rencontre. On voit aussi ça avec les vampires. On est passé de 2 vampires qui avaient un challenge rating de 5 et 13 à 5 types. On a 3, 5, 8, 13 et 15. Puis, parenthèse, à noter maintenant que les personnages non-joueurs, ils n'ont pas une section juste à eux dans le bestiaire, là, sont vraiment à travers tout le reste, ils ont leurs entrées propres à eux, à travers tout le manuel. Donc, même chose, là, les cultistes, on a maintenant 7 types de cultistes au lieu des 2 de 2014. Et non seulement il y a plus de variété en termes de difficulté, mais aussi les habiletés, on les a beaucoup adaptées. Selon l'objet du culte. Par exemple, le cultiste aberrant a un fouet tentaculaire, une habileté nommée pourriture mentale, les 2 faisant des dégâts psychiques. Le cultiste de la mort a une faux de la terreur et un rayon mortel qui font des dégâts nécrotiques. Le cultiste élémental a un fléau élémentaire puis des griffes élémentaires qui font des dégâts élémentaires au choix. Donc, on voit que même si, ils n'ont pas juste fait un copier-coller avec une image ou un nom différent, ils ont adapté les statistiques, les objets, les armes pour que ça colle aussi à ce qu'ils essayent en train de faire. Donc, c'est pas un faux 90 nouvelles créatures variantes, là, c'est vraiment, ils ont adapté les variantes vraiment pour que ce soit des créatures propres en soi. Voilà. Un aspect intéressant aussi, c'est que les nouvelles capacités ont été données aux créatures pour varier les combats. Donc, par exemple, les variations de vampires peuvent s'enfuir sans provoquer d'attaque d'opportunité ou posséder la capacité de voler qui modifie l'équilibre des combats. Donc, on n'est pas juste allé dans les stats, dans les dés, dans les attaques, mais on est vraiment aussi à varier les capacités des créatures là, pour jouer de manière des fois un peu plus, moins juste les dés, puis aussi un peu plus tactique, peut-être. On a aussi redonné aux dragons
adultes et anciens la capacité de lancer des sorts qu'il y avait dans les éditions précédentes, qu'on avait enlevé en 2014, mais là qu'on a remis, ce qui est fort intéressant. Les dragons, c'est des créatures fondamentalement magiques, donc on leur a redonné leur capacité de lancer des sorts. Donc, c'était des petits apartés dans le texte là, que ça fait que tu lises tout au complet, puis à un moment donné, ils disent il peut aussi lancer des sorts. Mais là, ils ont tout. C'est ça, mais là, ils ont fait ça pour plusieurs créatures. Là. Tout ce qu'il fallait que tu lises, mettons, quasiment 2 pages de texte pour trouver un ajout potentiel aux statistiques. Là, ils les ont mis dedans. Ouais. Cette créature-là, mettons, il y avait des cas où la créature ne mourrait pas quand elle tombait à 0 point de vie, mais c'était pas dans le stat block, c'était juste dans le texte. Fait que si tu n'avais pas lu le texte au complet, ou tu l'avais lu une fois, puis après ça, tu reprenais le stat block sans le relire, tu l'oubliais, puis OK, la créature, elle meurt alors qu'elle aurait pas dû mourir, ce qui change une rencontre. Fait que maintenant, ils ont tout ramené dans les stat blocks pour que ce soit facile, puis qu'on n'oublie pas d'informations. Encore une fois, je te lance la POC, Philippe. Qu'est-ce que tu penses de ces changements-là en général? Moi, je pense que c'est quand même un pas dans la bonne direction. S'il avait fait comme la 4e, il aurait fallu 2 livres. C'est ça, peut-être qu'aurons-nous pour la première fois dans la 5e édition un Bestiaire 2. C'est pas un livre qui présente autant des personnages joueurs, des espèces ou du lore, les volos. C'était toujours ça. Un peu Big B, c'était un petit peu ça. Il y a comme des espèces de livres passent partout. Là. Ils vont peut-être pour une première fois faire vraiment un livre dédié juste là-dessus. Qui sait. Je suis vraiment heureux qu'ils aient aussi varié les habiletés des monstres. Plusieurs monstres tombaient à plat si les étoiles ne s'alignaient pas. C'est pour ça qu'ils ont changé ça un peu, parce qu'ils se rendaient compte qu'il y a beaucoup de créatures que leur challenge rating était surévalué si tu n'utilisais pas la technique de combat optimale. Ouais. Si tu n'avais pas fait Old Person au premier tour pour après ça faire ça, il fallait des fois que tu fasses exactement, puis ça faisait en sorte qu'après ça, ton monstre, tu fais genre lire ici, entre autres, le Golem de fer 2014. La liche aussi, il était souvent très mal aimé pour ces raisons-là. Là. Le Golem de fer qui est comme un challenge rating 16, je pense, là, que si les joueurs ils ont les armes magiques pour le taper puis qu'ils réussissent tout leur jeu de sauvegarde pour son souffle de poison, il ne dure pas longtemps. Puis ça fait en sorte qu'on devait ou si on les plaçait dans des situations hors normes, en dehors de leur habitat naturel ou autre, où ils ne pouvaient pas utiliser toutes leurs habiletés, là, ça devenait vraiment des créatures qui étaient sous-représentées ou sous-évaluées. Là, je trouve que le MJ vont pouvoir surprendre les joueurs avec des gros moments qui vont faire plaisir autant au MJ qu'aux joueurs. Il a fait quoi, ce monstre-là? Comment il fait? C'est ça. Ça va ramener un bel élément de surprise, je dirais, sans pour autant brimer le plaisir. Ouais. Ça va juste changer, varier, surprendre, puis faire en sorte que tu vas peut-être falloir que tu débarques un peu de tes pantoufles là, confortables là, quand tu dis « on affronte encore des gobelins. Je sais comment on va faire le combat. » Non. Il y a des petites nouveautés, là. Il y a des petites affaires. Puis même parce que c'est beaucoup dans des habiletés, justement, et pas juste dans les statistiques, que le maître de jeu peut décider de juste pas utiliser une habileté, un combat, puis quand on revoit le gobelin, tout à coup, là, il le met. Fait que c'est possible de plus varier pour le maître de jeu ses rencontres, puis comment qu'il les mène. Fait que ça, c'est moins de la redite tout le temps pour lui et pour les joueurs qui rencontrent plusieurs fois un même ennemi. Puis, encore, je veux dire, encore en parlant des créatures, c'est normal, on parle d'un bestiaire, là. Mais l'introduction, je dis l'introduction, il y en avait déjà un peu, il en parlait déjà un peu, mais officiellement, dans un bestiaire, je pense que c'est la première fois, là. Donc, on parle de créatures Apex. Donc, on offre des défis épiques pour les personnages de haut niveau. Et ces créatures-là, le but, c'est d'enrichir la progression des personnages en augmentant la difficulté des rencontres. Donc, peux-tu nous parler un peu de ces créatures-là? Ce sont des créatures qui représentent un plus gros défi. Ce sont l'apogée de leur classification ou de leur style. Il y a plusieurs adversaires qui ont reçu une version maintenant plus difficile, même aussi surprenante soit-il. Exemple, le bandit, le pirate, le chevalier, maintenant sont rendus avec des équivalents de challenge rating 10. Avant, on s'entend que
pirates, c'était des affaires du genre, c'était genre 1 ou 3. Fait que quand tu étais rendu niveau 5, 6 et plus, tu n'en voyais plus. Mais là, maintenant, tu peux les ramener un peu plus tard. Il y a aussi plusieurs autres qui ont permis d'avoir des adversaires haut niveau et haut en couleur sans être nécessairement des dragons ou la Tarasque. C'était quand tu voulais affronter plus tard, c'était Dragon, Tarasque ou Seigneur Démon qui sont apparus dans d'autres livres subséquents parce qu'ils n'étaient pas dans le premier bestiaire. Certains sont même susceptibles de devenir des moteurs de campagne complètes parce qu'ils mettent un petit peu de saveur et autres. Puis, ils se sont assurés qu'il y ait une créature Apex par catégorie. Oui. Ça veut dire que chaque catégorie de créatures, aberration, monstruosité, fiend, céleste, etc., ont un Apex. Oui. Maintenant. Fait que ça veut dire que tu peux avoir un gros big bad de chaque catégorie que tu veux. C'est pour ta campagne. Si vous voulez faire des campagnes très thématiques de OK, ben moi, c'est pas mal juste des célestes que je mets. Puis là, c'est comme OK, mais là, ça tombe à plat parce qu'il n'y a pas de haut niveau. Ben là, vous êtes sûr que il y a un climax, là, il y a des créatures, peu importe la thématique que vous prenez dans le type de créature là, pour votre campagne. Que souvent, avec les créatures puissantes, venaient les lairs ou les lair actions, donc les repères et les actions liées aux repères. Maintenant, les effets de repères sont dans les stats blocs, mais il n'y a plus vraiment d'action de repère, en fait. C'est plutôt lorsque la créature est dans son repère, elle a une action légendaire supplémentaire. Donc, c'est presque tout le temps ça, là. L'exception fait la règle, là. Mais c'est presque tellement tout le temps ça. Et une résistance aussi, je pense. Une résistance légendaire de plus. Oui. Fait que, personnellement, je dois dire que je trouve que ça enlève un peu du plaisir et de la personnalité que donnaient les repères. Mais je peux comprendre que c'est un autre aspect qui va accélérer les combats. Parce que des fois, ça devenait long. OK, ben action légendaire. Oh, OK, dans le repère à la fin du tour, fait que là, il va y avoir l'action du repère. Puis là, fait que ça pouvait devenir lourd. Puis c'est tous des moments où c'est pas les joueurs qui jouent. Fait que je comprends que ça peut, justement, alléger le rythme du combat et l'accélérer. Avant, certaines actions légendaires aussi pouvaient nécessiter plus qu'une action. Donc, on en avait le droit à, mettons, 4 par tour. Puis là, OK, ben celle-là va te prendre 2 actions à mettre en place ou peu importe. C'est plus le cas. Maintenant, toutes les actions légendaires ne prennent qu'une action, mais certaines peuvent être faites seulement une fois par tour. Donc, on peut pas prendre la meilleure et la faire à chaque fois, là. En général, les monstres légendaires aussi vont avoir plus d'actions par tour et ils vont être plus forts qu'avant. Donc, quand on disait là qu'ils n'ont pas retenu les coups de poing, là, les monstres légendaires ont été aussi revus à la hausse. Ils agissent plus souvent et ils agissent très fort. Donc, sont plus rapides en général. La majorité sont devenus... ils appliquent leur bonus de maîtrise, en fait, à l'initiative, donc il y a plus de chances qu'ils commencent avant les joueurs, ce qui change le ton aussi d'une rencontre là, de manière assez importante. Encore une fois, Phil, toi, qu'est-ce que tu penses justement de la disparition des actions de repère, puis des changements aux créatures légendaires? C'est-tu quelque chose que tu utilisais, les actions de repère, quand tu mettais des créatures légendaires? Oui, je suis quand même mitigé à ce retrait-là. Là. Je trouve que ça simplifie aussi la préparation et l'optimisation de la rencontre, que cela la rend plus fluide. Ça permet aussi au MJ de ne pas rater des informations, d'avoir moins de gestion à faire sur le moment même. Mais en même temps, la petite touche spéciale qui donnait les lairs aussi à l'environnement, la région, les environs c'était les bienvenus. Là, ça affectait aussi. Maintenant, il en parle un petit peu, mais des fois, c'est juste une petite note, rien. C'est bizarre un peu. Ça permettait aussi de faire vivre l'univers à travers les créatures. Là, ils ont été beaucoup de genre, c'est justement là, chaque créature, chaque type de créature, ça donne le ton, ça donne une saveur. Oui, mais non. Les créatures elles-mêmes aussi sont. Ils n'ont pas été retirés. Le CA, les XP est ajusté, sa créature est affrontée dans son repère. Ils ont juste changé un petit peu comment les présenter. Mais quelque chose me dit que les maisons de publication tiers vont se repaître de ce changement pour sortir des suppléments, pour faire genre justement action dans les layers ou genre tous les MCDM, ils avaient fait des livres de même, Cobalt Press aussi. Ils ont tous fait des petits livres comme ça, genre pour comment rendre des repères plus cool. D'abord, il y en a qui vont refaire ça un peu. Puis le fait qu'ils aient changé les créatures légendaires pour les mettre plus rapides,
Ça, c'est vraiment un bon côté. Parce que des fois, c'est ça. Tu arrives avec ta grosse créature légendaire, puis tout est magnifique. Puis là, tu roulais un à l'initiative. Puis là, tous les aventuriers, ils passent avant. Puis là, il y a Magan énormément. Fait que finalement, ton gros hype, puis fini après 2 tours, même pas. Parce que t'as pas été capable de sortir un peu tes combos ou tes habiletés. Mais là, tu sais, mettons, les dragons anciens, là, quand t'es rendu que t'as genre plus 16 alignés, t'as peut-être des chances de jouer en premier. Ou c'est ça. T'sais, même quand tu roules un 1, il y a des chances que tu passes avant une coupe de joueurs. C'est ça. Ouais. Dans les changements aussi, on note que plusieurs créatures ont changé de type. C'est ça. Quand je dis plusieurs, là, c'est quand même plusieurs créatures ont changé de type. Par exemple, les gnolls qui étaient traditionnellement classés comme des humanoïdes sont désormais considérés comme des démons. Du moins fiends, là. Comment t'appelais ça en français? Fielon? Fielon? Ouais, c'est ça. Ça, c'est fielon, ce qu'ils disent. Ouais. On va dire fielon. Donc, on considère comme des violons qui reflètent une approche plus sombre de leur nature en soi. Les kobolds sont enfin classés parmi les dragons. Les Githyanki et les Githzerai sont maintenant considérés comme des aberrations et non plus des humanoïdes pour refléter leur détachement de la réalité dite humaine. Les premiers, on s'entend, là, passent tellement de temps dans la mer astrale où le temps ne passe pas, que la conception du temps les rend totalement détachés là, de la condition là, du plan matériel, on pourrait dire, là, donc des créatures humanoïdes. Les Githzerai, pardon, eux habitent dans les limbes, tu sais, le plan pas élémental, mais le plan extérieur du chaos total. Donc, eux aussi sont très détachés de ce qui est la réalité d'un plan matériel. Donc, c'est aussi pour refléter cette nature-là qui est totalement éloignée de ce que vivent les humanoïdes. Les lycanthropes sont maintenant... Tous les lycanthropes sont des monstruosités. Puis, encore là, quand on dit qu'ils ont amélioré les stat blocks, la malédiction, là, la curse des lycans est maintenant dans le bloc de statistiques. Comme ça, si un des joueurs reçoit la malédiction, se fait mordre ou peu importe, c'est facile à trouver. Il n'y a pas comme 20 pages à chercher ou un grand texte à lire, là. Elle est clairement énoncée directement dans le bloc de statistiques. Fait qu'on a fait le tour quand même. C'était long. On a parlé quand même de chaque catégorie. Mais en résumé, si on revient sur le bestiaire en général, là, les points forts, les points faibles. Pour moi, les côtés points forts, là, la réorganisation des blocs de statistiques pour une meilleure lisibilité, je trouve que ça rentre dans la catégorie pourquoi c'était pas fait comme ça avant, clairement. L'information claire sur les habitats typiques de chaque monstre pour une meilleure intégration en partie, moi, c'est le genre de truc qui m'accroche. De, tu sais, mettre un dragon noir dans les montagnes, ça fit pas. C'est un exemple un peu évident, là, mais que chaque créature comme ça elle a un environnement, un écosystème habituel, ça, j'apprécie ça. Puis qu'on mentionne aussi les trésors qui cherchent ces créatures-là, leurs intentions, ou ce qu'on peut trouver sur eux. Ça aussi, comme des fois, c'est juste le maître de jeu, OK, t'as le rôle, le roublard habituel qui fait juste comme, ah oui, mais là, je vais y faire les poches. Qu'est-ce que je trouve? Ben là, tu le sais. Ce type de créature-là a risque d'avoir ces choses-là sur lui. Ça va être une décision particulière. Ça va être une décision particulière en 2014 d'avoir comme retiré le loot puis tout des monstres et autres. C'est comme genre, c'était bizarre. Là, surtout des autres manuels d'avant, il disait voici les catégories de trésors A, B, C, etc. C'était comme une grosse brisure, là, tellement qu'il y avait des gens qui avaient fait des tables aléatoires, genre, que tu pouvais rouler, genre, voici ce que tu trouves dans les poches de. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça, genre, pour, mettons, un squelette, un gobelin, puis tout. Il y avait tout pallié à ça. Fait que là, ils sont revenus sur leur décision, un peu comme les dragons pas de sort. Donc, c'est ça. Des fois, on fait des erreurs, puis on revient. C'est correct. Oui. Donc, il y a aussi l'introduction de nouvelles créatures, surtout essentiellement des variations. Pour moi, ça, c'est un plus, comme j'ai dit. Ça apporte de la diversité aux rencontres, autant en termes d'habileté qu'en challenge rating. Et mon dernier point positif, mais
que je ne peux pas passer outre, là, le artwork, là, les dessins, les illustrations du livre, là, pour tous ceux qui trouvaient que le livre du joueur était trop pastel, était trop jovial, il y avait trop de monde qui souriait. Là, on est vraiment dans le monstre méchant. Le type de dessin est tout à fait juste. C'est inquiétant. T'as pas le goût. T'sais, en tant que joueur, t'as le goût de les rencontrer. En tant qu'aventurier, t'as pas le goût de les rencontrer. Ça fait peur. Puis sont belles, les illustrations, là. C'est fait que vraiment, là, c'est un gros plus pour moi. Côté faiblesse, ou comme les ressources humaines à mon travail aiment bien appeler les défis du livre. Les opportunités. Les opportunités. Des ajustements peuvent être nécessaires pour intégrer les monstres des éditions précédentes ou des campagnes précédentes. Ils ont dit à tout vent que c'était rétro-compatible. Oui, mais c'est ça. J'aurais aimé plus de variété. Donc, je l'ai dit dans mes points positifs, là, mais je le répète quand même, j'aurais aimé ça d'avoir plus de kobolds, j'aurais aimé ça avoir plus de créatures bas niveau, plus de mignons de types différents pour varier les rencontres bas niveau beaucoup. On a de moins en moins de lore sur les origines, de texte sur les origines des créatures. Par exemple, le Bullywug passe d'une demi-page dans le livre de 2014 à 2 phrases, je pense. Dans le livre actuel, là. Donc, les designers répètent que dans toutes les entrevues que j'écoute, là, que le type de créature a une influence sur son comportement, sur sa raison d'être, sur ses intentions, mais on nous donne de moins en moins d'informations, puis moins en moins de jus à cet effet-là pour comprendre c'est quoi les intentions, puis c'est quoi qui motive les créatures. Fait que, je le répète, c'est pas juste une question d'alignement. Donc, c'est quoi la notion de bien et de mal pour le Mind Flayer? Donc, on comprend même pas la compréhension du monde, là. Fait que c'est pas juste une question parce qu'on dit, les Beholders, ils sont pas tous méchants. Ben, non, ils ont pas tous le mal entre eux. Mais leur conception du monde, leur intention, ça, je pense qu'on peut faire du texte là-dessus, puis l'expliquer, puis expliquer pourquoi il y a aussi des différences entre eux. Donc, on sent que Wizard of the Coast a de la difficulté à décrire la nuance que peuvent avoir les créatures dans leur texte. Fait qu'ils ont juste enlevé le texte. Au lieu de dire, toutes les Beholders sont comme ça, d'expliquer pourquoi il y a de la variété dans les Beholders, c'est comme si ça prenait trop de place. Fait qu'on dit, on va juste l'enlever en disant, on vous donne la liberté de choisir. Mais on n'a plus la base. Moi, c'est ça, on dirait que j'ai comme l'impression que il assume qu'on sait c'est quoi. C'est-tu parce que, justement, vu que ça fait 50 ans et plus, comme genre, maintenant, la culture populaire, on sait c'est quoi un builder, on sait c'est quoi. Puis en même temps, eux, ils disent, c'est pour pas brimer le maître de jeu qui voudrait faire des monstres différents. C'est pour laisser l'imaginaire, puis que tu puisses t'approprier le monde, puis les créatures, puis le bestiaire pour en faire ce que tu veux. Mais... il faut que tu connaisses l'alphabet pour être capable de créer des mots. Fait, c'est ça. C'est ça. C'est comme si c'est ça. J'aurais pris plus de lore, au lieu d'en enlever. Mais voilà, c'est dans mes côtés, dans mes défis, dans mes opportunités de changer dans le prochain bestiaire, on va dire. Finalement, on l'a dit un peu, ou Phil l'a dit un peu avec les calculs au début, comment qu'on peut comme regarder un peu le challenge rating d'un monstre, qu'est-ce que ça veut dire, le nombre de points de vie, les dégâts moyens par tour. Mais il n'y a aucune ligne directrice dans le bestiaire pour dire comment créer ses propres monstres, qui est quelque chose qui est souvent intéressant pour les maîtres de jeu. Et juste une petite annexe qui guide le maître de jeu, comment c'est créer ces créatures, à quoi penser, comment évaluer clairement le challenge rating d'une créature. Ça aurait été pertinent de dire, OK, comment choisir les armes, comment choisir les habiletés, comment une créature légendaire, qu'est-ce que ça prend, comment choisir les actions légendaires. Juste les lignes de base justement de design de créatures, je pense que ça aurait été super pertinent. Puis il y a beaucoup justement de parties tiers qui offrent un peu des créatures comme ça, qui créent des créatures, mais donner les outils, donner le matériel au maître de jeu pour qu'il puisse le faire de quoi d'approprié à sa table, puis qu'il fait pas juste des essais-erreurs beaucoup trop forts, beaucoup trop faibles, puis que finalement il fait juste plus le faire parce qu'il est un peu perdu. Fait que moi je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'apparaître dans un bestiaire, une petite annexe
Pas besoin d'être un livre complet qui explique les bases de à quoi penser puis comment calculer. Mais voilà. Il explique une petite affaire au début, parce que maintenant, au début du livre du bestiaire monstrueux, ils disent comment bien lire les stat blocks, comment bien lire, comment comprendre chaque catégorie, le prophecy bonus selon le niveau de challenge rating, c'est combien. Ben, tu sais, c'est plus dans un but d'explication plutôt que dans un but créatif, mais c'est quelqu'un qui voudrait bidouiller un petit peu puis jouer avec ça pourrait peut-être faire de quoi, mais ouais. Dans les autres bestiaires, avant, souvent, il y avait ça, genre, comment créer votre propre monstre. Voici comment faire. Voici les dégâts moyens qu'il devrait faire. Voici, etc. Là. C'est ça. Puis c'est ça, juste pas un chapitre, mais des fois juste un paragraphe après ces explications-là. Si vous voulez le créer, voici bullet point, les éléments à prendre en considération. Puis, mais bon, peut-être un jour. Peut-être un jour. Mais sinon, je pense que le livre reste tout de même une belle clôture au triptyque de la 5.5 / révisé / DD 2024. 25, oui. Ouais, 2024-2025. Les MJ vont y trouver vraiment de quoi, je trouve, se régaler, donner des défis quand même intéressants et pertinents à leurs aventuriers. J'ai hâte aussi de pouvoir surprendre les joueurs avec des nouveautés plus que bienvenues et aussi des éléments de surprise afin de créer de nouveaux souvenirs. On se rappelle de certaines, toutes nos vieilles rencontres, la première fois qu'on a rencontré un builder, la première fois mais là, ça, avec tous les changements de ces monstres-là, il y en a plusieurs que ça fait même quasiment nouveau. Mais bon, cependant, comme mentionné, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais on sent qu'il manque quelque chose. Quand je dis j'ai l'impression de me répéter, c'est j'ai l'impression que j'ai dit ça aussi aux 2 autres livres d'avant. Il manque un petit quelque chose à la fin. On sent qu'il manque des informations, qu'il manque de la chair autour de l'os. Mais bon, on a tout de même un bestiaire de 383 pages. Celui de 2014, c'était 352 pages. Fait que, on a quand même 30 pages de plus. Mais tu t'en voudrais plus. C'est comme genre, Mais bon, je me dis qu'encore une fois, ils vont probablement sortir des livres pour compenser, comme qu'ils avaient fait au début de la 5e édition. Ils avaient sorti Volos, Fizzband, More Than Canaan, Tome of Foe, après ça, More Than Canaan, Present Creatures of the Multiverse. Puis ainsi de suite, puis même chose, Big Bees avec les géants. Ils vont peut-être faire quelque chose du genre, justement, pour continuer. Là, je sais qu'ils veulent mettre un gros focus sur... il y a un livre sur les dragons que j'avais complètement oublié qu'il allait sortir bientôt. Okay. Il est dans les livres de 2025, apparemment. Un livre sur... j'essaie de me rappeler le titre, évidemment, mais il y a lui qui va sortir en 2025. Il y a celui des Baron, qui vont sûrement détailler plus de monstres et plus de créatures. Ils vont sortir ceux des Forgotten Realms aussi. Fait que, tu sais, d'après moi, il recommence un peu la machine sans aller aussi intense que la 3e édition, là, qui publiait genre 3 livres par mois, là, que ça n'avait plus d'allure. Mais ils repartent, là, parce qu'on se rappellera au début de la 5e, c'était comme, je pense, 4 livres par année, c'était mis. Puis là, à un moment donné, il avait annoncé dans les dernières années que là, on va être rendu plus à 6, peut-être 7. Là, on dirait que il en manque, là. Ils en mettent plus, là. Et parce qu'en plus, il y a un livre surprise en octobre qui va sortir. Moi, je soupçonne que c'est une aventure parce qu'il y a le livre d'intro, la nouvelle aventure d'introduction avec les Borderlands aussi. Oui, ça, c'est en septembre qu'elle sort. Mais moi, j'ai l'impression que le livre surprise en octobre, moi, j'ai bien l'impression que c'est une campagne. Ouais. Ils ont dit qu'ils ne sortiraient pas de campaign setting, mais moi, j'ai bien l'impression qu'ils vont sortir une aventure. C'est ça. Parce que octobre, là, souvent en octobre, ils sortaient une aventure. Ouais. Ce que Phil parlait, là, le livre des dragons, c'est Dragon Delves Anthology, qui va sortir le 8 juillet 2025. C'est ça. Qui est une collection de 10 courtes aventures qui utilisent complètement les règles de 2024 et que chaque aventure va focusser autour d'un dragon en particulier. Ouais, comme les recueils qu'ils ont fait dans les dernières années d'aventure, sauf que cette fois-ci, ça va être le gros focus sur les dragons. Puis je suppose qu'ils vont en profiter pour, tu sais, comme même affaire quand ils faisaient la ville dans l'astral ou les autres affaires. Tu sais, il va sûrement avoir au début une présentation plus poussée des dragons ou d'un lieu qui vénère les dragons. Bref, ils vont rajouter de la chair autour de l'os dans ces autres livres. Assurément. Ouais. Voilà.
Mais attends, on s'entend les 3 livres, le Player Handbook, le manuel, le guide du maître et le bestiaire sont les 3 plus gros que les livres de 2014. Fait que oui, on en aurait pris plus, mais à la limite, c'est bon signe parce qu'on aime ça, parce que moi, dans le bestiaire, il n'y a rien que j'enlèverais, puis déjà 30 pages de plus. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est qu'on aime le produit, qu'on en prendrait plus, parce qu'ultimement, il n'y a rien qui est... Tu sais, c'est pas comme si, je t'aurais charcuté ça, ce chapitre-là. Non, tu sais. Fait que... Overall, on est content. Est-ce que pour toi, c'est... est-ce que c'est un essentiel à acheter? Est-ce que c'est intéressant à acheter ou c'est comme passer tout droit, selon toi? Maître de jeu, il te le faut. On ne se le cachera pas. Il y a quelques petites créatures à la fin du manuel des joueurs, mais c'est pour les summons, puis pour les créatures évoquées, les familiers. Puis en plus, il y a beaucoup d'aventures qui disent vous avez rencontré 4 kobolds. C'est juste écrit en gras. C'est ça, allez voir. Fait que, autant qu'on peut dire que encore là, le guide du maître 2024, il est un petit peu moins à skipper. Que c'est souvent, on se dit que parmi les 3 livres, c'est souvent celui que tu peux retirer, mais le bestiaire, là, c'est la boîte à jouer du maître de jeu. Ça ne cachera pas, là. T'as beau à faire une intrigue quasiment à 100% politique ou dire, je vais faire ça juste plus beaucoup de roleplay. Donjons Dragons, ça reste quand même un jeu de combat. Ça te prend des bandits, même si c'est comme dans une ville. C'est ça. Fait que, ça se peut que même dans ta intrigue super politique puis tout, il y a au moins une game qu'il y a quelqu'un qui sorte une épée puis qui veulent le dire, je vais l'assassiner. C'est ça, tu sais. Il faut des stats. Voilà. Donc, mais quand même, c'est pas un achat qu'on fait à reculons. On dit, ça nous le prend parce que c'est la boîte à jeu, mais à jouer du maître de jeu, mais c'est un achat que je suis contente d'avoir fait, que je trouve magnifique quand on le feuillette. Puis, c'est pas révolutionnaire les bêtes, mais c'est ça. La collection limitée puis même pas la limitée, là. Quand on dit Builder, je le trouve bien plus beau que le 2014. Oui, définitivement. Voilà. Fait que ça fait le tour. On s'est vraiment pas amélioré en termes de longueur. Mais on avait beaucoup de choses à dire. J'avais le goût de le dire au début complètement de vidéo. Là, attendez-vous, il va être long. C'est ça. C'est ça. Je le savais. Mais il y a tellement d'affaires à parler. Ben, c'est ça. Puis, on a aimé le produit, hein. C'est ça que ça fait, 2 passionnés qui parlent de quelque chose qu'ils aiment. Mais là-dessus, je vous invite, chers auditeurs qui se sont rendus jusqu'à la fin, à nous dire en commentaire si vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez des images que je vais avoir mis dans toute la vidéo, quelle créature vous êtes content de voir ou que vous avez hâte d'essayer. Donc, pitchez-nous vos commentaires, partagez, on aime ça interagir avec vous. Phil aussi, il va vous répondre en commentaire, c'est sûr. Puis sinon, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Phil, des contes et des dés sur YouTube. Et un petit pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Puis voilà, on se dit à la prochaine fois et bonne partie Donjons Dragons 2024. Bye! Bye bye!